moi je vais me présenter également, Julien. Moi je suis le dirigeant d'Agrandissimo. Voilà, je gère 2 agences de maîtrise d'œuvre sur Toulouse et Bordeaux, qui est spécialisée dans la rénovation et l'agrandissement de maisons, d'où le mot, d'où la marque Agrandissimo. Voilà, donc on travaille ensemble avec Julien depuis 2 ans sur les sujets de la réglementation thermique RT 2012, et puis plus récemment sur la future réglementation environnementale 2020, dont on vous parlera aujourd'hui. Alors, il est 12h35, enfin 12h36, on a commencé un petit peu en retard. Ce que je vous propose, c'est qu'on se cale 45 minutes de présentation. On vous accordera quelques instants pour nous poser des questions. Comme on est en petit nombre aujourd'hui, je crois qu'on est 7 ou 8 personnes autour de la table, vous aurez la faculté de nous poser directement les questions de vive voix. Voilà, ça on peut s'exprimer ainsi en visioconférence. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes. On va aborder effectivement l'état des lieux du logement actuel. On fera en sorte de vous situer en fonction de votre habitat sur notre échelle. On vous fera un petit point également sur les normes actuelles et futures, que ce soit dans le neuf ou l'ancien. Voilà. On fera aussi un petit exercice. On vous donnera des exemples aussi d'exemples de cas pratiques en termes d'anciens et de nouveaux à rénover ou à construire. Voilà, quelles sont les priorités à prendre en considération dans le cadre d'isolation et de consommation d'énergie. Et enfin, on vous laissera nous poser des questions effectivement que vous souhaitez et on essaiera d'y répondre. Voilà, Julien, tu peux balancer la présentation. Voilà. Envoyé normalement. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, l'état des logements existants, on va faire un petit point là-dessus. Les normes dans le logement neuf et l'ancien, la bonne démarche. C'est vrai qu'avec Julien, on a travaillé sur une démarche effectivement qui nous semble légitime quand on parle de réglementation thermique et voilà, et qui en plus va nous être imposée, je pense, pour avoir droit aux différentes aides financières. On vous donnera donc les exemples de solutions, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en fonction de cas pratiques. Et enfin, on vous parlera des aides financières. Voilà, c'est tout ce qu'on verra pendant ces 45 minutes. Bon, Julien, on peut attaquer la partie 1. Donc, l'état de existant. Donc, il faut savoir que le bâtiment en France, c'est la part principale de la consommation énergétique. Ça représente donc 45% de la consommation énergétique en France. C'est devant le transport, c'est devant l'industrie, c'est devant l'agriculture. Voilà, donc c'est pour ça que l'État met de plus en plus d'aides pour essayer de diminuer cette part de la consommation énergétique en France, voilà, pour essayer de le réduire. Voilà. Le secteur du bâtiment, c'est également 23%, un quart des émissions de gaz à effet de serre qu'on va trouver donc en France. Voilà. Alors, Julien, il est important d'expliquer effectivement d'où viennent ces données, parce qu'on a l'habitude de les voir effectivement dans des diagnostics immobiliers lors de la vente d'immeubles, de maisons, d'appartements. Ces données, elles sont fournies par qui, Julien? Je crois qu'elles sont fournies par l'ADEME, je crois. C'est ça. En fait, dès qu'on va faire donc, des DPE, des diagnostics donc, de performance énergétique, tous les diagnostiqueurs vont communiquer l'ensemble de leurs résultats à l'ADEME, qui va compiler toutes les données pour après en faire des statistiques. Voilà. Et poursuivre donc l'évolution de l'état du parc immobilier en France. Julien, est-ce que tu peux nous situer par rapport aux années de construction éventuellement on est comment quand on a construit il y a 5 ans, par exemple? On est comment quand on a une maison qui date des années 70? Alors, quand on est sur une maison qui date plutôt des années 70, on est plutôt sur une étiquette en G. Voilà, donc en rouge, on est sur un logement qui est très énergivore. Ça, globalement, c'est une maison des années 70 qui n'a pas été rénovée. Quand on est sur une maison des années 70 qui a été rénovée, on va commencer à passer sur des catégories en E, en F. Voilà. Il faut savoir, par exemple, qu'une maison qui est RT 2012, donc qui a moins de 8 ans, globalement, on est sur une maison qui va être classée donc, soit en A, soit en B. Voilà. Donc, c'est vraiment une part qui est relativement négligeable, en fait, au niveau du parc immobilier actuel. Ouais, un 40%, c'est ridicule, quoi. Il y a un point aussi qui est important, Julien, c'est qu'on a travaillé ensemble. En fait, on s'était aperçu, la consommation moyenne est de 240 kWh énergie primaire par mètre carré. Ça correspondrait effectivement à une facture de 1500 balles, 1500 euros par an en termes d'électricité. Si une maison était équipée d'électricité, on paierait 200 mètres carrés, on paierait en moyenne 1500 euros. C'est ça, Julien, qu'on a travaillé? Oui, c'est ça. La consommation moyenne donc en France, c'est 240 kWh par mètre carré par an, ce qui représente pour une maison d'environ 100 mètres carrés, ça représente environ
1500, 1600 euros par an. Voilà. Ouais. Donc on voit quand même qu'on est sur des logements en France actuellement qui sont plutôt mal classés. On voit que la grande majorité des logements sont plutôt sur du E, sur du D. Et il y en a très peu finalement qui sont bien classés ou qui sont, on va dire, qui sont économes en énergie. Alors, je tiens à préciser une chose, et ça c'est bien pour toi, Julien. Évidemment, les diagnosticiens qui passent lors de vente d'immeubles sont moins compétents que Julien pour qualifier le logement. Parce que, évidemment, quand on fait un diagnostic, ça va très vite. Hein, ça part effectivement d'un constat visuel, généralement, et puis éventuellement d'une ou deux factures d'électricité ou de gaz. Julien, lui, va plus en profondeur quand il fait ses audits. Tu prends la nature des matériaux, il prend la nature du chauffage, il prend tout un tas de paramètres effectivement qui ne sont pas pris en considération lors du diagnostic. Enfin, je tenais à préciser, Julien, c'est important de te mettre en abîme par rapport à un diagnosticien. Bon, voilà pour la partie de l'existant. Donc, on a du boulot, c'est ce qu'il faut comprendre. On a du boulot. Et même quand on a étiquette A et B, on aura peut-être certainement du boulot aussi avec la réglementation environnementale 2020. Oui, voilà, qui va amener encore pas mal de changements au niveau de la construction et beaucoup de nouvelles problématiques à se poser. Voilà. Bon. Julien, pour la partie numéro 2, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est peu nombreux autour de la table, donc on peut se permettre effectivement d'y répondre en live. Pour la partie numéro 2, donc en gros, c'est un peu l'évolution des différentes réglementations qu'il y a eu donc, depuis la première réglementation qui est apparue donc, après le premier choc pétrolier. Donc le premier choc pétrolier date de 1973. Un an après, on a commencé à mettre une première réglementation en vigueur pour essayer de faire en sorte que les logements consomment un petit peu moins. Voilà. Alors, elle n'était pas forcément très ambitieuse parce qu'au finalement, on a limité aux alentours des 470 kWh par mètre carré par an. Voilà. Donc, après, oui, c'est vrai qu'on était largué de chez largué. Hein. Aujourd'hui, à l'époque, on faisait vraiment pas attention. Voilà. Et donc après, donc, il y a plusieurs réglementations thermiques qui sont succédées jusqu'à donc, la réglementation thermique actuelle qui est donc la RT 2012 qui a induit beaucoup de changements en fait, au niveau de la construction. Et donc maintenant, on est plutôt sur des logements qui vont consommer moins de 50 kWh par mètre carré par an. Et la RT 2012 a induit un autre élément, c'est donc on va faire un contrôle également à la fin des chantiers. On va vérifier finalement que les maisons ont été bien construites, que les règles ont été respectées. Et tout ça va être contrôlé par un test de perméabilité à l'air. Voilà, effectivement, entre 2005 et 2012, on a divisé par 4 les objectifs de consommation d'énergie pour une maison. Et ça, c'est quand même un sacré progrès. Hein. Nous, on a senti effectivement lors de la construction qu'il y avait un gros gap, en termes de méthodologie. Effectivement, on n'employait plus les mêmes matériaux. On a eu même peur, nous, effectivement, quand on construisait nos agrandissements, on avait même peur, effectivement, des objectifs, c'est de ne pas savoir les tenir, alors qu'aujourd'hui, c'est le propre de chacun tout le monde les prend en considération sans aucune difficulté. On y arrive assez facilement. Par contre, effectivement, l'augmentation RE 2020, je sens qu'effectivement, il va y avoir aussi pas mal d'incertitudes, effectivement, lors de mise en place de solutions à mettre des solutions. Donc ça, on vous en parlera tout à l'heure effectivement avec Julien. C'est qu'est-ce qui va être différent entre aujourd'hui et demain en termes de solutions à mettre en œuvre. On vous en parlera tout à l'heure. Julien, on peut passer par contre aux normes dans l'ancien. Donc là, c'était les différentes normes donc dans le neuf, et donc depuis quelques années, il y a de plus en plus de normes aussi qui se mettent en place au niveau de la rénovation. Parce que finalement, le gouvernement a bien compris que si on voulait diminuer donc la consommation énergétique des logements, il ne fallait pas s'attaquer qu'aux logements neufs, mais il fallait s'attaquer aussi à tous les logements ou tous les bâtiments qui étaient construits donc d'avant. Pour monter donc en 2017, donc 2007, il y a une première réglementation qui a commencé à imposer donc l'obligation de faire une isolation donc par l'extérieur sur toutes les copropriétés dans le cas donc par exemple de ravalement de façade. Voilà. Donc ça induit donc de gros changements. Finalement maintenant, dès qu'on va rénover donc une copropriété, on va être obligé de faire une isolation. On parle que de copropriété dans ce cas-là. Oui, l'obligation donc d'isolation, c'est que pour les copropriétés. C'est pas encore pour les particuliers. Voilà. Par contre, donc à partir de l'année prochaine, il y a une loi qui est passée donc l'année dernière qui va interdire pour les logements qui sont très mal classés, donc qui sont classés F ou qui sont classés G, une interdiction d'augmentation donc des loyers. Et on voit que les
les contraintes donc, sur les logements donc, existants qui consomment beaucoup va continuer, donc, ou est prévu jusqu'en 2028, avec l'obligation donc, de faire des travaux sur les logements qui seraient donc, des passoires thermiques. Donc pareil, sur des logements qui seraient classés en F ou en G. Voilà. Toujours la même idée, essayer donc, de diminuer la consommation énergétique des logements et en s'attaquant en priorité sur les logements qui seraient les plus énergivores. Ouais, ben voilà, là, on est sur ce qu'on a vu tout à l'heure, on est dans la majorité des cas à rénover, en fait. Hein. On est dans le cœur du réacteur en termes de logements anciens, quoi, en fait. Hein. Julien, c'est les fameux FG qu'on a vu tout à l'heure sur le mapping, sur la grille de notation des diagnostiqueurs. Globalement, des logements qui sont classés en F ou en G, c'est des logements qui sont mal isolés, qui n'ont pas forcément des systèmes de chauffage qui sont très performants, et c'est beaucoup des logements, voilà, dans ce cas-là, qui datent des années, soit d'avant les années 70, soit des années 70. Voilà. Généralement, des logements à partir des années 80, on est plutôt sur une étiquette en E ou en F. Donc, on commence déjà à sortir de cette catégorie. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a quand même une petite révolution à partir de cette année, hein, l'année prochaine, pardon. Au niveau des passoires énergétiques classés en F et G, ça, c'est notre priorité, effectivement. Et les bailleurs seront sanctionnés parce qu'évidemment, ils n'auront pas le droit d'augmenter leur loyer. Ça, c'est un point super important. Voilà pour les normes actuelles et futures. Je pensais qu'on a peut-être parlé un peu trop vite. Là. Par exemple, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dans le neuf, Julien, parce que je pensais qu'on allait aborder la réglementation RE 2020 qui n'est pas encore en application, hein, qui aurait dû l'être d'ailleurs, mais qui a été temporisée par l'État ayant peur effectivement d'une éventuelle crise, et puis ayant peur aussi que les gens du bâtiment ne puissent pas suivre en termes d'application de la norme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus précisément au-delà des 40 kWh par mètre carré qu'on devra respecter, quels sont les produits qu'on devra mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Alors, le gros changement qu'il va y avoir par rapport du passage de l'RT 2012 à la RE 2020, c'est que le RT 2012, c'est une réglementation thermique. La RE 2020, ça va être une réglementation environnementale. On va plus se poser la question uniquement de la partie thermique au niveau des bâtiments, mais on va prendre en compte donc, son impact que le bâtiment peut avoir sur son environnement. Donc, prendre en compte donc, les émissions ou la consommation énergétique au moment de la construction, pendant l'utilisation et au moment de la déconstruction, de la démolition. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se poser la question en fait, de quel est l'impact du bâtiment donc, sur l'environnement, et avec donc des valeurs maximales qu'il ne faudra pas dépasser. Donc, essayer de favoriser des matériaux qui peuvent être biosourcés, des matériaux qui vont être réutilisables, toujours en se posant la question donc, de faire des logements qui vont consommer le moins d'énergie possible. Voilà. Donc, globalement, par rapport à l'RT 2012, on va calculer donc, 3 coefficients. Le BBio, qui est le coefficient donc, de besoin bioclimatique, savoir est-ce que la maison est bien conçue. Il y a le CEP, la consommation d'énergie primaire, où actuellement sur l'RT 2012, il ne fallait pas dépasser 50 kWh. Et le TIC, qui est la température intérieure de confort. On va voir apparaître à côté de ces 3 coefficients existants, d'autres coefficients, pour calculer donc l'impact en émissions de gaz à effet de serre, finalement, que va avoir le bâtiment au moment de sa construction et pendant son utilisation. Voilà. Et à chaque fois avec des plafonds qu'il ne faudra pas dépasser. Voilà. Sur la RE 2020 se pose également aussi la question, alors s'ils n'ont pas encore tranché définitivement, c'est de prévoir des bâtiments à énergie positive. Donc, c'est-à-dire que les maisons qui seront construites à partir donc, de juillet 2021, la date de rentrée en application de la RE 2020, en gros, ça va pousser les bâtiments, en gros, à ce qu'il y ait donc, du photovoltaïque ou une éolienne ou une source d'énergie renouvelable qui soit associée à chaque construction. Donc, tout ça, en gros, c'est le gros changement qu'on va avoir sur la RE 2020. Le but, Julien, c'est réellement compenser, effectivement, c'est produire de l'énergie pour compenser l'énergie que l'on consomme, en fait. Hein. C'est ça, c'est faire en sorte que le bâtiment il soit neutre en énergie. Voilà. Et donc ça va amener beaucoup de changements ou au niveau de la construction ou sur les matériaux finalement qu'on va être amené aussi à utiliser. Très bien, Julien. Julien, on peut repasser maintenant sur la troisième partie qui est la méthodologie, je crois, de mémoire. Oui. Alors, on avait à cœur effectivement de vous proposer une méthode. C'est une méthode pour appréhender effectivement ces problématiques de rénovation de bâtiments.
une démarche voilà, bon, qui nous est propre, hein, mais et je pense qu'elle est logique. C'est celle de la gestion de projet assez classique. Mais c'est quand même bien, effectivement, d'y mettre des mots dessus. Alors, je vais laisser Julien, effectivement, la présenter, mais Julien, tu peux passer… Alors, la première étape pour faire une bonne rénovation énergétique, déjà, c'est de faire un état des lieux. C'est savoir quelle est la consommation énergétique qu'on va avoir, quels sont les points faibles, finalement, qu'on va trouver au niveau de la maison. Est-ce que le point faible, c'est plutôt l'isolation? Est-ce que c'est plutôt le système de chauffage? Est-ce que c'est plutôt, donc, par exemple, l'isolation des murs, l'isolation de la toiture? L'idée, ça va être, à partir de là, d'être en mesure de prioriser les travaux et de prévoir donc, les travaux qu'on va être amené à faire. Donc, en général, on va essayer de prévoir d'abord les travaux donc, sur l'isolation, parce que si on a une maison qui va être bien isolée, finalement, on aura un besoin en chauffage qui va être beaucoup plus faible, et on pourra se permettre, dans ce cas-là, finalement, de mettre des équipements de chauffage qui seront moins onéreux, qui seront moins chers, pour arriver donc, à chauffer correctement la maison. Voilà. Donc, si on part et qu'on a un bon état des lieux qui a été fait, finalement, on pourra facilement prévoir les travaux et optimiser le budget au niveau des travaux. Voilà. La troisième étape, une fois qu'on a prévu les travaux qu'on va être amené à faire sur un chantier de rénovation, c'est d'estimer le coût des travaux. Voilà. Est-ce que c'est les travaux finalement qui vont coûter 10 000 €? Est-ce que c'est les travaux qui vont coûter 100 000 €? Et à partir de là, éventuellement, donc, de calculer aussi le retour sur investissement. J'ai refait l'isolation de ma toiture. Mais en combien de temps, finalement, le millier d'euros que j'ai investi donc, pour isoler ma toiture, en combien de temps, finalement, il va être amorti, à combien de temps il va être remboursé par l'économie de chauffage que je vais avoir. Voilà. Une fois qu'on a calculé… L'objectif, Julien, c'est d'être inférieur à 10 ans, hein, mais d'accord. Voilà, des travaux sur lesquels on a des retours qui sont inférieurs à 10 ans, c'est des travaux qui sont très intéressants à faire. Voilà. Donc, dès qu'on va être inférieur à 10 ans, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à faire les travaux. Voilà. Une fois qu'on a estimé donc, le coût des travaux, on peut aussi calculer donc, les aides. Il y a beaucoup d'aides qui existent pour la rénovation thermique, pour la rénovation énergétique. On va essayer de calculer finalement quelles sont les aides qu'on peut avoir le droit. Donc, on y reviendra après, il y a beaucoup d'aides qui existent, et en fonction de ces revenus, on peut toucher donc, une ou plusieurs aides pour la rénovation énergétique. Voilà. La cinquième étape, donc, ça va être donc, de faire réaliser les travaux. Généralement, pour pouvoir toucher donc, les aides par rapport à la rénovation énergétique, il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise qui soit RGE. Voilà. Et donc, il va garantir donc, un certain niveau de qualité au niveau des travaux et que les travaux de rénovation énergétique vont être bien faits. Voilà. Et la dernière étape, éventuellement, c'est de faire contrôler les travaux par un technicien qui va venir donc, contrôler que les travaux ont bien été faits, que l'entreprise qui est intervenue pour faire les travaux a bien travaillé, n'a pas fait n'importe quoi. Alors, il y a un point qui est important de préciser pour chacune. Enfin, il y a plusieurs points qui sont importants de préciser pour chacune des étapes. La première étape, pour ma part, il me semble important effectivement de saisir un bureau d'études thermique, quel qu'il soit. Quand on fait un état des lieux, on ne fait pas qu'un relevé ou un état des lieux visuel. On fait vraiment, on prend vraiment des données sur les épaisseurs de murs, la nature des matériaux. On regarde effectivement comment sont les menuiseries, on regarde quelle est la production, quel type de production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Et on compile tout ça effectivement dans des logiciels que Julien a l'habitude de faire tourner pour connaître la performance effectivement du bâti existant. Voilà. Alors l'audit, on le fait pas à la mano comme ça sur une feuille de papier. Hein. Ça va un peu plus loin que ça. Enfin, Julien, tu confirmes, hein, on utilise les mêmes sujets que pour le neuf quand on travaille un dossier de la RT 2012 ou bientôt la RE 2020. Enfin, c'est important. L'état des lieux, c'est pas encore une fois une simple étape de formalisme où on prend des notes et on constate. Non, on fait plus que ça. On normalise, on note, on attribue une note effectivement d'efficacité énergétique au bâtiment qu'on souhaite acheter ou qu'on souhaite rénover. Ça, c'est un point important. Enfin, tu valides, hein, Julien. Oui. C'est tout à fait ça. Et puis, généralement, quand on va faire l'état de lieu, on va aussi comparer donc, le résultat qu'on va trouver à la consommation que les personnes peuvent avoir dans le logement. Voilà. Pour s'assurer aussi que le modèle la modélisation qu'on aura fait de la maison, en fait, est cohérente par rapport à la consommation réelle de la maison. Voilà. Alors, une fois qu'on a modélisé dans cette première étape, effectivement, la maison, là, la deuxième étape, effectivement, c'est de faire des scénarios, en fait.
Enfin, tu valides, hein, Julien, c'est faire des scénarios en fonction des hypothèses qu'on peut être amené à faire, et puis on voit effectivement lesquelles sont les meilleures en fait en termes de coût et puis d'économie d'énergie, quoi. C'est ça, généralement, sur la deuxième étape, pour prévoir les travaux, on va faire plusieurs scénarios à faire. Donc, un scénario par rapport sur le changement de chauffage, un scénario sur l'isolation. Et pour chaque scénario, finalement, on va calculer la nouvelle consommation énergétique. Voilà. Enfin, troisième étape, effectivement, l'estimation des coûts. Ben là, évidemment, l'estimation des travaux, ben là, on fait pas. Bon, on a tous déjà une idée, effectivement, sur combien ça vaut, mais on demande ça, effectivement, des artisans. La difficulté aujourd'hui en rénovation, clairement, c'est le retour sur investissement, parce qu'il est très théorique, hein, il part sur des hypothèses de travail, des schémas de calcul, enfin, des notes de calcul, pardon. Et ça, effectivement, c'est assez difficile de quantifier réellement le retour sur investissement. On parle de 10 ans, mais je dois être honnête aussi, c'est rare effectivement qu'on soit pile poil sur les retours sur investissement qu'on annonce, quoi. 10 ans, c'est compliqué quand on a des choses qui sont coûteuses comme des chauffe-eau thermodynamiques qui sont à mettre en ami par rapport à une simple pose d'un chauffe-eau à 800 €, quoi. Donc voilà, c'est effectivement, mais par contre, on a espoir quand même qu'avec la vulgarisation effectivement de ces nouveaux outils, on arrive à faire baisser les coûts et les prix, hein. Voilà. Quatrième étape, le calcul d'aide. Alors, c'est ça aussi, Julien, c'est un service que tu proposes aussi, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais effectivement, avec ces réglementations, ces aides à foison entre les C2E, les MaPrimeRénov', les crédits d'impôt, etc., c'est vrai qu'on s'y perd. Et c'est toujours bien, effectivement, de demander à un bureau d'études Clermont-Auvergne comme tel, de lui poser la question sur les aides auxquelles on a droit. C'est quand même, à mon avis, beaucoup plus simple que de faire que s'investir dans sa propre initiative, pardon, dans des simulations qui sont plus ou moins hasardeuses. Donc, Julien, effectivement, de temps en temps, propose à ses clients de calculer les aides auxquelles ils ont droit. Et ça, je pense que c'est quand même bien. D'autant plus que, Julien, de temps en temps, tu fais appel également à des gens, notamment pour les C2E, des gens dont tu as l'habitude d'avoir au téléphone et qui te facilitent beaucoup les choses pour l'octroi notamment des C2E, quoi. Oui, c'est ça. Souvent, on essaie de calculer les aides parce que les aides, c'est un peu une jungle en France. Ça change 1 à 2 fois par an. Donc, c'est vite compliqué. Donc, on essaie de les calculer pour essayer que les gens ils aient vraiment un budget avec les aides et vraiment pouvoir calculer le retour sur investissement éventuellement qu'ils peuvent avoir aussi en prenant compte les aides. Voilà, pour savoir si les projets sont intéressants, sont viables économiquement ou pas. Pour la réalisation des travaux, mais évidemment, ça doit être fait par une entreprise de RGE, voilà, qui est labellisée RGE. Et enfin, pour reparler du contrôle, évidemment, c'est important effectivement de faire passer un contrôleur technique indépendant. Nous, c'est ce qu'on fait déjà pour le cadre de l'ART 2012, pour les bâtiments qu'on agrandit, enfin, pour les surfaces que l'on crée de plus de 50 mètres carrés de surface de plancher. Je pense que c'est aussi important de le faire passer pour la rénovation de nos maisons. Voilà. Bon, c'est bon pour la démarche. On passe à quelques exemples, Julien, que tu as bâti, quelques scénarios. Je vois Julien qui arrive. Alors, juste pour une dernière phrase sur la démarche, en gros, tous les travaux qu'on va préconiser ou qu'un bureau d'études va préconiser dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, en gros, il ne faut pas que ça induise de désordre. Il ne faut pas que ça crée des problèmes derrière par rapport aux bâtiments. Tous les bâtiments sont différents. Ils vont avoir, donc, par exemple, une hygrométrie qui va être régulée de manière différente. Quand on va proposer des travaux, on va se poser la question en fait, que les travaux qu'on va être amenés ou qui peuvent être amenés à mettre en œuvre au niveau du bâtiment ne vont pas poser de problème. Voilà. Pour continuer donc sur la suite, on a fait donc 3 petits exemples de rénovation sur des maisons. Donc on est parti sur 3 cas un peu distincts. Donc une maison assez ancienne, qui daterait par exemple des années 1900 ou 1800, type une vieille ferme en briques. On est parti aussi sur un autre cas, par exemple une maison des années 70, finalement. Donc, on a vu qu'il serait plutôt mal isolée directement. Et on est parti sur une maison qui est plutôt récente, par exemple des années 90 ou des années 2000. On a déjà une bonne isolation et se poser la question, finalement, qu'est-ce qui peut être intéressant dans les 3 cas. Voilà. Si on part, par exemple, dans un premier temps sur la maison, par exemple, des années 1900, une maison des années d'avant 1949, généralement, c'est des maisons donc, qui sont en briques pleines. L'hygrométrie va se réguler à travers les murs, mais
c'est également la principale source de déperdition qu'on va avoir sur la maison. Donc, moi, ce qui va être intéressant sur ces maisons-là, ça va être donc d'isoler les murs, d'isoler la toiture et éventuellement donc, de changer les menuiseries. Mais principalement, quand on va isoler les murs, c'est essayer d'isoler les murs avec des matériaux qui respirent, des matériaux qui vont laisser passer l'humidité, comme par exemple de la laine de bois, de la ouate de cellulose, du chanvre. C'est des matériaux finalement qui vont bien respirer, qui vont permettre de bien réguler l'hygrométrie. Dans tous les cas, on ne mettra pas d'isolation de type polystyrène ou polyuréthane qui ramènerait des gros problèmes d'humidité dans les maisons. Pour rester sur l'isolation, si on passe maintenant sur une maison des années 70, c'est pareil, là on est sur des maisons qui ne sont pas bien isolées. Donc là, c'est très intéressant donc, de faire une isolation au niveau des murs, au niveau de la toiture ou un changement des menuiseries, passer de simple vitrage à double vitrage. Voilà. Sur une maison des années 70, on essaiera plutôt aussi de préconiser une isolation des murs par l'extérieur. Parce que dans ce cas-là, on a des murs qui sont en briques, qui ne sont pas isolés, donc ils vont avoir une très bonne inertie. Et si on isole par l'intérieur, on a de fortes chances aussi de perdre en qualité au niveau du confort d'été. Voilà. Julien, pour compléter effectivement ce que tu dis au niveau de l'isolation des maisons des années 70, tu parlais de tout à l'heure sur la qualité des isolants, la perméabilité des choses. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la laine de verre et la fibre de bois, par exemple? Alors, la fibre de bois, en gros, on va être sur un matériau naturel qui va respirer, qui va surtout avoir un intérêt, qui va avoir un très bon déphasage thermique, donc qui va être très bon pour le confort d'été. La laine de verre, finalement, on aura une performance qui sera un petit peu meilleure en hiver, mais on n'aura pas cette notion de déphasage thermique et on aura un confort d'été qui sera un petit peu moins bon. Voilà. Typiquement, la fibre de verre, la laine de verre, on va souvent la recommander donc, pour l'isolation au niveau des murs. Qu'en fait, sur l'isolation au niveau de la toiture, on va plutôt avoir tendance à préconiser de la laine de bois, qui permettra d'avoir un meilleur déphasage thermique et un gain de confort au niveau des logements. Voilà. Après, il y a aussi une notion de coût. Les deux matériaux ne sont pas forcément au même tarif, voilà, qui peut induire des petites différences à ce niveau-là. Après, je reviens sur ce que tu disais par contre les maisons récentes, maisons récentes avec notamment le double vitrage. Que je vois nos collègues du Nord, effectivement, des régions du Nord de la France, voire même des gens qui habitent dans l'Europe du Nord, type Allemagne, Belgique, Autriche, qui emploient le triple vitrage. Est-ce que c'est réellement intéressant pour nous ou pas? Non. Sur Toulouse, mettre du triple vitrage, ça n'a pas forcément de gros intérêt à l'heure actuelle, à moins de vouloir arriver sur une maison type maison passive, où là, ça peut être intéressant. Mais sinon, du double vitrage, c'est largement suffisant. Par contre, s'il y a des projets de rénovation qui sont plutôt dans le nord de la France, là, du triple vitrage, ça peut être intéressant. Mais on va dire sur la partie sud de la France, il vaut mieux rester sur du double vitrage. Le triple vitrage n'apporte pas grand-chose à l'heure actuelle. Très bien, Julien. Alors, est-ce que tu nous parlais des différents systèmes, effectivement, pour améliorer la consommation d'énergie, pour tout ce qui est chauffage et production d'eau chaude sanitaire, en fonction des différents... Donc, généralement, on va faire une rénovation. Le premier point sur lequel on va se poser la question, ça va être l'isolation. Et une fois qu'on aura traité l'isolation, on pourra se poser la question donc, sur les systèmes, donc sur les équipements qu'on va trouver. Donc, les équipements de production d'eau chaude, production de chauffage ou de ventilation. Voilà. Quand on est sur des maisons qui datent des années assez anciennes, des années 70, années 80, ou voire avant, on était beaucoup sur des systèmes au gaz directement. Donc, on a un réseau souvent de radiateurs. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant donc, soit de passer avec une chaudière gaz à condensation, qui va consommer donc beaucoup moins, ou de passer donc, sur des pompes à chaleur type RO. Ces deux solutions présentent surtout l'intérêt, c'est de pouvoir réutiliser le réseau de chauffage existant. Donc on va pouvoir donc, chauffer l'eau et le répartir dans les systèmes de chauffage. Quand on est sur des maisons qui sont un peu plus récentes, des années 2000, par exemple, on est souvent sur des radiateurs électriques au niveau des maisons. Et dans ce cas-là, retirer tout un réseau de chauffage, c'est très vite compliqué. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'installer une pompe à chaleur type RR, par exemple. Donc soit du multispeed, soit du gainable, qui va permettre de chauffer facilement donc, les différentes pièces de la maison. Voilà. À côté de ça, on peut compléter donc, sur une maison récente avec un ballon thermodynamique en remplacement d'un cumulus électrique, ce qui permet de diminuer
de manière assez conséquente la consommation énergétique qu'on va avoir au niveau des logements. Voilà. Dans tous les cas, on peut jouer également donc, sur la ventilation en passant sur des VMC hygroréglables type A ou type B, ce qui permet également donc, d'éviter de prendre l'air chaud en permanence au niveau de la maison pour la mettre à l'extérieur. Et dans ce cas-là, en fait, on va conserver l'air chaud de la maison et la VMC va fonctionner uniquement s'il y a des problèmes d'humidité dans la maison. Voilà. Alors, tous ces systèmes de pompe à chaleur, que ce soit RR ou RO, on a quand même un coefficient qui nous est donné par les fournisseurs, généralement qui sont de 4, c'est-à-dire qu'on consommerait 4 fois moins d'énergie qu'avec un produit semblable avec une résistance électrique. Enfin, je ne sais pas si tu valides aussi, Julien. On a des COP. En fait, sur des pompes à chaleur, on va acheter 1 kWh à EDF d'électricité et globalement, on va produire environ 4 kWh de chaleur dans la maison. Donc, on est sur des systèmes qui ne consomment pas énormément d'énergie. Voilà. Quel est votre avis sur les inserts bouilleurs où il y a des réseaux d'eau qui passent dans l'insert et qui est renvoyé derrière sur le chauffage central couplé à une pompe à chaleur, par exemple? Alors, des poêles bouilleurs, c'est assez intéressant parce que finalement, on va utiliser du bois, donc on va utiliser une énergie renouvelable. J'ai jamais vu de système pour l'instant avec des poêles bouilleurs qui soient couplés avec une pompe à chaleur. À chaque fois qu'on a vu des poêles bouilleurs, ils étaient tout seuls au niveau de l'installation. Pour moi, c'est un bon système. La seule contrainte que je trouve au niveau du système, c'est que c'est contraignant. C'est des systèmes, en fait, il faut recharger en bois régulièrement. Voilà. C'est ça l'objectif, c'est de le coupler à la pompe à chaleur. Comme ça, quand il n'y a plus de bois en pleine nuit, c'est la pompe à chaleur qui prend le relais. Après, un poêle bouilleur couplé à une pompe à chaleur type RO, je pense que c'est un très bon système. Merci. Vous avez compris, hein, donc on a pris 3 schémas, effectivement, trois grands types de maisons. Évidemment, vous avez compris qu'à chaque fois, la stratégie n'est vraiment pas la même parce qu'on n'a pas le même point de départ, aussi bien sur l'isolation des murs que l'isolation des fenêtres, que les fenêtres ou alors que l'isolation sur toiture. Et puis, il en va de même aussi pour tout ce qui est système de chauffage et production d'eau chaude. Évidemment, on a des schémas qui sont complètement différents d'une maison à une autre. Voilà. Donc, ça, encore une fois, je pense que ce ne sont même pas les professionnels effectivement qui ne peuvent vous aider là-dessus, c'est surtout les bureaux d'études thermiques qui peuvent faire une analyse objective effectivement sur ce qu'il faut faire ou pas en priorité. Ouais, là, c'est souvent l'intérêt de passer par un bureau d'études. En fait, il n'y a pas vous conseiller la solution que lui qui va pouvoir mettre en œuvre derrière. Ouais, juste un point important aussi, bon, on n'est pas là pour se vendre peut-être, mais il faut arrêter aussi de croire qu'un bureau d'études c'est cher, quoi. Vu égard effectivement ce que ça peut vous apporter, Julien, je crois que ta mission généralement dans un cadre de rénovation globale, on est autour de 500 €, quoi. C'est pas non plus sur des sommes extravagantes, quoi. Eu égard à ce que tu peux amener en termes de solutions. Enfin, il me semble que ça me paraît raisonnable pour ma part. C'est ça. Il faut rester raisonnable pour que derrière ce soit intéressant et que ça ne mange pas forcément toutes les aides ou tout l'intérêt qu'il peut y avoir derrière de faire un audit. Bon, voilà, on peut parler des aides maintenant, je crois, Julien, c'est le clou du spectacle. Oui, ah non, ah si, ça y est. Alors, on a fait une petite synthèse donc sur trois aides qu'on va trouver. Les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est des aides qui sont donc mis à disposition donc, par tous les revendeurs d'énergie, que ce soit Total, Leclerc, EDF, en fait, qui a une obligation chaque année d'acheter un certain nombre de certificats de personnes en fait, qui ont fait des économies d'énergie. C'est des aides qui sont assez simples à avoir, elles ne sont pas conditionnées à des conditions de ressources. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un gain particulier au niveau des économies d'énergie. Donc n'importe qui peut les avoir. Et on est sur des aides qui peuvent varier de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros. À côté, on va trouver donc par exemple l'éco-chèque de la région. Alors c'est une aide qui est spécifique à la région toulousaine, à l'Occitanie. C'est une aide qui est soumise donc à conditions de ressources. Il faut avoir donc, faut pas dépasser un certain plafond donc de ressources. Et c'est une aide également qui est conditionnée à un gain énergétique. Il faut pas dépasser, donc il faut avoir au minimum 25% d'économie d'énergie au niveau du logement. Voilà. Et après, à côté de ça, il y a la prime rénov, qui est une aide nationale qui est soumise à conditions de ressources. Alors tout le monde y a le droit depuis le 1er octobre dernier, mais avec des montants qui varient en fonction de ses ressources. Voilà.
et par contre qui n'est pas conditionné à un gain énergétique. Voilà. En soi, n'importe qui y a le droit à partir du moment où ils font des travaux. Voilà. C'est les trois aides finalement qu'on a décidé de mettre en avant. À côté de ça, on peut trouver également donc, le prêt à taux zéro. Vous faites des travaux d'économie d'énergie, vous avez au minimum 35% d'économie d'énergie sur le logement. Vous avez le droit à un prêt à taux zéro, voilà, à hauteur de 30 000 euros pour financer les travaux d'économie d'énergie. Ouais, après, et la TVA à taux réduite également à 5%, 5,5%, qui est éligible, enfin tout le monde est éligible à la TVA donc réduite à 5%. Juste un petit sujet sur les crédits d'impôt, Julien, peut-être. Oui, alors jusqu'à présent, il y avait le crédit d'impôt, le crédit d'impôt par rapport à la rénovation, la transition énergétique, qui était donc de 30% du montant des travaux qui pouvaient être déduits de ces impôts, avec un plafond à 2 400 euros. Bon, finalement, c'est quelque chose qui est supprimé et qui est remplacé entièrement par la prime rénov'. Voilà. Donc le crédit d'impôt, c'est quelque chose qui a tendance ou vocation à disparaître. Alors pour revenir sur les C2E, je ne sais pas si tout le monde a compris, effectivement, de quoi il s'agissait en fait. Hein. Ce sont ces grandes marques, Total, Carrefour, Leclerc, Leroy Merlin, qui sont en gros sanctionnés par rapport aux émissions de CO2 qu'ils émettent en fait. Et au lieu de effectivement de rendre effectivement cette taxe à l'État, ben, ils se sont engagés effectivement à vous les donner. C'est pour ça qu'effectivement d'un fournisseur à un autre, on peut avoir des différences aussi d'aide. Julien, mais tout à l'heure, on vous a fait quand même une petite synthèse qu'on vous présentera sur une moyenne en fait de chèques effectivement auxquels on pourra avoir droit en fonction des lots que l'on réalise. Voilà. Donc après, on a décidé de faire aussi un petit focus donc, sur la prime rénov', donc comme on l'a dit, donc tout le monde y a le droit, sauf que ça dépend donc des plafonds de ressources. Voilà. Donc en fonction de ces revenus fiscaux de référence, il ne faut pas dépasser donc un certain plafond. Donc le premier plafond, il ne faut pas dépasser donc 15 000 euros. On est en prime rénov' bleue, donc là on a le droit à des aides qui sont assez conséquentes. Par contre, quand on se retrouve donc en prime rénov' rose, donc on a donc des revenus qui sont supérieurs pour une personne seule à 29 000 euros, bah, finalement on a des aides qui sont un petit peu moins importantes. Voilà. Jusqu'aux premières. Julien, je viens de réaliser effectivement qu'on a des Parisiens parmi nous. Donc on leur mettra sur YouTube tout à l'heure, d'ici le début de semaine prochaine, quand on publiera effectivement ça sur YouTube, on leur mettra en lien le plafond de ressources pour la région parisienne, enfin pour l'Île-de-France du moins. D'accord, oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, en gros, c'est les nouveaux plafonds donc, qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 2020. Voilà. Jusqu'à présent, donc, les personnes qui étaient en catégorie violet, en catégorie rose, n'avaient pas le droit à la prime rénov'. Voilà. Donc là, c'est un peu le gouvernement qui a changé son fusil d'épaule et essayé de favoriser donc, la rénovation énergétique de tous les logements en ouvrant la prime à tout le monde, directement. On va passer au cas. On a pris le cas ma prime rénov' violet pour vous donner quelques montants effectivement d'aide financière. Si tant est que vous y soyez, mais là encore pareil, on vous mettra dans les liens YouTube quand on publiera notre webinar. On vous mettra également les autres tableaux pour que vous puissiez voir où vous vous situez. Est-ce que vous êtes sur du rose, du jaune ou du mauve? Enfin voilà. Voilà, donc, Julien, je te laisse continuer. on voit par exemple que donc, ma prime rénov' donc, en catégorie violet, on voit qu'on a donc, au niveau du tableau, il y a donc soit des travaux tout seuls qui peuvent être donc, financés, par exemple l'installation d'une chaudière granulée. On voit que la prime rénov' va financer par exemple à hauteur de 4 000 euros. Et à côté de ça, on peut avoir donc, pratiquement donc, 2 700 euros donc, de C2E. Voilà. Donc là, on peut se retrouver par exemple avec une aide finalement qui approche des 7 000 euros pour l'installation d'une chaudière granulée. Voilà. On voit aussi, donc, par exemple, sur la première ligne, la rénovation globale. Là, par exemple, c'est vous intervenez au niveau de. Manu, on a un problème de connexion.
euros d'aide. Julien, on a été coupé là. Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais? Julien, est-ce que tu peux répéter ce Alors, qu'on a été ce coupé? que je disais, Ouais. tout le monde m'entend? Ce que je disais, donc, c'était par rapport à la rénovation globale. Si vous faites une rénovation globale donc, de votre logement, que vous arrivez donc, sur une économie d'énergie d'au moins 55%, vous avez le droit donc, à 14 000 euros d'aide. 7 000 euros donc, de prime rénov et 7 000 euros de C2E. Voilà. À côté de ça, on peut trouver également donc, des bonus, donc des aides supplémentaires. Si on avait un logement qui était une passoire thermique, donc un logement qui était classé en F ou en G, qu'on a vu donc, au début du webinaire, ben, vous avez le droit par exemple à 1 000 euros d'aide supplémentaire. Voilà. Donc finalement, on voit qu'ils ont mis des aides assez conséquentes pour pousser finalement les logements à consommer le moins possible. Voilà. Et en fonction donc, du type de travaux qu'on va être amené à faire au niveau du logement, on va avoir donc des aides qui peuvent être plus ou moins importantes. Voilà. Si tant est qu'on soit sur le violet, hein, évidemment, au niveau de ses revenus. Hein. Si tant est qu'on soit sur le violet, voilà. Alors si on est sur du bleu, les aides sont généralement un peu plus importantes. Si on est sur du bleu ou sur du jaune, les montants sont un peu plus importants. Si on est sur du rose, les montants sont un peu plus bas. Voilà, donc évidemment, vous avez vu que les budgets étaient assez conséquents. Hein. Quand on voit 14 000 euros de rénovation globale, 7 000 de MaPrimeRénov plus 7 000 effectivement de C2E, on arrive à 14 000, effectivement, ça reste quand même un sacré budget. À mon avis, c'est mieux que du crédit d'impôt, parce que le crédit d'impôt, vous en profitez généralement en N+2. Là, c'est du sonnant et trébuchant dès le début de l'année prochaine, quoi. Julien, est-ce qu'on peut faire un point aussi sur la partie, on va dire, comment on procède effectivement pour lancer ces travaux, par exemple? Une fois qu'on a fait donc, un audit énergétique, par exemple, qu'on a défini les travaux qu'on va mettre en place, en gros, on va se rapprocher d'une entreprise RGE qui va pouvoir faire donc, les travaux. Voilà. Généralement, après, donc, pour faire les demandes de devis d'aide, il faudra donc commencer à monter le dossier au moment de la signature du devis avec l'entreprise. Donc, que ce soit les C2E, que ce soit MaPrimeRénov'. Et après, généralement, ils vont demander aussi un certain formalisme dans les devis. Donc, il faut quand même que l'on soit sur des devis qui soient structurés derrière. Il va indiquer, par exemple, si on prend l'isolation des murs par l'extérieur, la quantité de murs qui est traitée. Voilà. Et à partir de ça, après, donc, on peut faire appel directement à l'entreprise qui va venir faire les travaux. Alors, par rapport, effectivement, il y a une petite subtilité, parce que par rapport, effectivement, à l'application de ces aides, effectivement, à la mise en place de ces aides dès le 1er octobre, Julien, et par contre, même si on lance les travaux maintenant, on en profitera évidemment, mais l'argent ne sera versé qu'à compter du mois de janvier prochain, si j'ai compris nos chers élus. Hein. C'est ça. Par rapport à la prime rénov', là, on peut lancer les travaux maintenant. Ils seront pris en compte par la prime rénov'. Par contre, on ne pourra faire la demande auprès de l'État de la prime rénov' qu'à partir du 1er janvier 2021. Ces 40 milliards d'euros, effectivement, qui sont octroyés à la relance économique et à la rénovation énergétique, ceux-là, ils viennent de l'Europe, et l'Europe s'est engagée à les verser qu'à partir du 1er janvier prochain, d'où le décalage entre ce qui a été voté au 1er octobre et effectivement le versement des aides, effectivement, qui sera effectif qu'en début d'année prochaine seulement. Voilà. Et donc, le particulier paye la prestation totale au partenaire, et c'est ensuite le particulier qui reçoit le versement de la prime rénov', etc. Ouais, c'est ça. C'est le particulier qui reçoit le versement de la prime. Ok. Contrairement, Benoît, à l'époque, on avait un crédit d'impôt que l'on déclarait sur la déclaration suivante une fois qu'on a eu fait les travaux, et puis on était remboursé indirectement une année encore plus tard. Oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment un chèque, hein, c'est du sonnant et trébuchant. Par contre, l'État versera MaPrimeRénov'. Par contre, les C2E, c'est pas l'État, c'est les entreprises dont on a parlé tout à l'heure. Total, les C2E, c'est les... Voilà. Julien, je pense qu'on arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin du PowerPoint. Donc après, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a pu échanger ensemble. Alors, vous avez la faculté de vous manifester, hein, comme Benoît vient de le faire. Vous pouvez allumer votre micro et nous poser directement les questions plutôt que d'utiliser le chat pour le faire.
N'hésitez pas, là, on est à votre dispo. Personne ne veut poser de questions, c'est très bien. Donc, on va faire une petite conclusion, Julien, par rapport à ce qu'on s'est dit. Évidemment, vous avez bien compris, effectivement, que la rénovation énergétique, c'était un sujet très actuel, eu égard, effectivement, à l'état de nos logements, voilà, surtout sur les classés en moyenne G ou F. Voilà. L'État met sur la table beaucoup d'argent pour rénover notre logement. Par contre, ça ne se fait pas aussi facilement que la candidat comme ça, en interpellant des entreprises en fonction de ces desiderata, pardon. Je pense qu'il faut y aller de manière méthodologique en interpellant un bureau d'études thermiques qui va nous aider à nous assister effectivement à définir nos priorités, eu égard à ce qu'on a comme habitat. Qui va nous aider aussi à saisir les bonnes entreprises pour réaliser les travaux. Et puis enfin, ce qui est important aussi, c'est de mesurer effectivement l'impact de ces travaux sur la consommation d'énergie, donc de faire appel effectivement à un contrôleur, ça c'est aussi très bien, et puis aussi de contrôler également la bonne exécution de ces travaux pour être garant effectivement des performances énergétiques auxquelles on prétend. Voilà, et encore une fois, un bureau d'études c'est quand même pas mal dans la mesure où aussi il peut nous aider à aller chercher ces aides qui vont demander certainement un formalisme que nos élus ne maîtrisent pas encore même, je suis presque certain. Je vois effectivement comment se comportent les administrations, c'est quand même assez difficile d'aller chercher des aides en temps normal. Là, effectivement, il y a le droit, mais je pense qu'ils vont attendre de nous un certain formalisme qu'ils ne maîtrisent pas encore une fois, donc il faudra être patient et faire preuve de sang-froid, à mon avis, pour les obtenir. Mais bon, je pense que c'est quand même pas mal, eu égard des montants qu'on a vu ensemble. 14 000 € pour une rénovation globale, c'est quand même très, très important, si tant est que vous soyez en mode violet, quoi. Voilà. Merci à tous. S'il n'y a pas de questions, écoutez, on vous remercie d'avoir été présents. Merci Julien pour ta présentation. C'était chouette. Merci tout le monde. Merci.